L'histoire commence dans le futur avec des vaisseaux de guerre flottant dans l'espace. Soudain, ils détectent l'ouverture d'un portail de distorsion devant eux. Ils sont surpris que l'ennemi tente de se téléporter aussi près. L'ingénieur du vaisseau remarque que les coordonnées du saut sont bien trop proches. Le portail apparaît juste devant eux, et une seule armure mobile en émerge. Ils reconnaissent immédiatement le chevalier noir du comte pilleur. Pris de panique, ils ouvrent le feu sur lui. Mais le titan noir esquive tous leurs tirs avec une aisance déconcertante et détruit le vaisseau amiral d'un seul coup de poing. Il se lance ensuite dans un combat contre les chevaliers mobiles environnants, les éliminant en un instant. Il anéantit un autre vaisseau avec un seul coup de son épée mécanique. Les adversaires lui semblent trop faibles, n'existant que pour devenir ses proies. Il leur ordonne de se battre pour leur vie et de remplir leur rôle. À ce moment-là, sa servante, Amaji, le contacte et lui demande s'il va bien. Il la rassure et la remercie pour son plan, révélant qu'il a pu se téléporter à la position idéale grâce à elle. Il lui demande alors de montrer ce que le reste de leur force peut faire. Amaji comprend et donne l'ordre de déployer leurs troupes. Dès qu'elles entreront dans le champ de bataille, elles ouvriront le feu en suivant les directives de leur maître, Liam. La commandante des unités mobiles, Christiana, demande l'autorisation de débarquer, et Amaji la lui accorde. Cependant, elle l'informe que le taux de succès du saut est en chute libre. Christiana n'en tient pas compte et exige de passer quand même, prête à tout pour protéger Liam. Elle traverse avec succès le portail et rejoint son maître. Liam lui reproche son retard, et elle s'excuse avant d'annoncer qu'elle va s'occuper des ennemis mineurs à présent. Le combat fait rage. Lorsque la flotte de Liam atteint la portée de tir, elle déclenche une attaque massive, détruisant l'ennemi en grand nombre. Liam observe la scène avec satisfaction. À ce moment-là, Nias le contacte et lui demande ce qu'il pense du nouveau vaisseau de guerre qu'elle a conçu. Elle lui assure qu'il est équipé des meilleures performances et technologies de sa catégorie. Exaspéré, il lui demande de ne pas le déranger en pleine bataille avec ses bavardages inutiles. Mais elle continue de plaisanter et insiste pour qu'il passe une commande en gros s'il apprécie son vaisseau. Comprenant qu'elle ne le laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas commandé, il ordonne à Amaji de le faire. Peu après, le reste des unités mobiles de Liam se téléportent sur place et tous combattent ensemble. Liam ressent une excitation intense en écrasant les faibles sans la moindre pitié. Il leur ordonne alors de s'agenouiller devant lui, proclamant qu'il est Liam, le seigneur maléfique, et que ceci est sa vengeance pour la misère qu'il a subie dans sa vie passée. L'histoire remonte alors dans le passé, révélant que Liam était autrefois un simple employé de bureau pathétique. Un jour, après une dure journée de travail, il rentre chez lui et est accueilli par sa femme. Il lui demande où est leur fille et apprend qu'elle dort. Sa femme lui raconte que leur fille a supplié qu'ils adoptent un chien après en avoir vu un chez une amie. Liam pense qu'ils ne peuvent pas se le permettre pour l'instant et va voir sa fille dormir paisiblement. Plus tard, lors d'un jour de congé, il emmène sa femme et sa fille dans un refuge pour chiens. Sa fille, Kanami, s'amuse avec un chien, et sa femme, Mika, remarque que Liam regarde l'animal avec envie. Elle lui demande s'il en veut un aussi, mais il répond qu'il en avait un autrefois, et qu'il faisait partie de sa famille. Pour l'instant, avoir Mika et Kanami à ses côtés lui suffit. Il estime ne pas avoir le temps de s'occuper d'un animal. Le lendemain, en allant au travail, il pense que son emploi est difficile, mais qu'avec sa femme et sa fille, il peut surmonter toutes les épreuves. Une fois au bureau, il se fait réprimander par son patron pour ne pas l'avoir informé d'une affaire importante. Liam lui rappelle qu'il lui avait envoyé un message, mais son supérieur prétend ne jamais l'avoir vu. Un collègue lui apprend alors que le chef sort en club tous les jeudis et qu'il ne lit jamais ses messages ces jours-là. Liam comprend qu'il n'apprendra jamais. Sur le chemin du retour, il réfléchit à la façon dont son entreprise l'exploite. Son patron le traite comme un esclave, ses subordonnés se moquent de lui et volent son travail tout en lui attribuant les erreurs. Malgré tout, il se persuade qu'il peut être heureux tant qu'il a sa famille pour lui donner de la force. Il se tue à la tâche pour eux. Un jour, alors qu'il se rend au travail, il reçoit un message de son ami Nida lui signalant la sortie prochaine d'un nouveau modèle de mecha, avec l'adresse d'un magasin où l'acheter. Pendant sa pause, il se rend dans ce quartier pour trouver la boutique, mais il aperçoit sa femme en train de discuter avec un autre homme. Il se méfie, car elle était censée emmener Kanami au club de sport ce jour-là. Refusant de douter d'elle, il se convainc qu'il doit y avoir une explication. Le soir, il lui demande comment s'est passé le club de sport. Mika répond que c'était génial et que Kanami a même gagné un combat d'escrime. Sa fille confirme avec enthousiasme, et Liam se dit que ce qu'il a vu devait être un malentendu. Le lendemain au travail, il constate que son ordinateur ne passe pas en veille. Il sort pour sa pause, suivant le conseil d'un collègue de sauvegarder son travail et d'éteindre la machine. Par curiosité, il retourne au même endroit que la veille. Cette fois, il voit sa femme et sa fille marchant aux côtés du même homme. Puis, sous ses yeux, Kanami appelle cet homme papa. Il fut surpris par cela. Il retourna à son lieu de travail en se demandant pourquoi sa fille appelait un autre homme père. Il essaya de se convaincre que ce n'était rien, mais son patron le réprimanda pour son manque de sérieux. Il expliqua que c'était parce que son ordinateur faisait des siennes et qu'il avait dû l'éteindre puisqu'il ne se mettait pas en veille. Son patron lui ordonna alors de ne pas le mettre en veille du tout.
Il rétorqua qu'il devait le faire pour des raisons de sécurité lorsqu'il prenait une pause. Son patron lui répondit alors de ne pas prendre de pause dans ce cas, et il se remit au travail. Peu après, il reçut un appel de sa femme lui annonçant que leur fille avait eu un accident. Il se précipita à l'hôpital et apprit qu'elle était en train d'être opérée. Le médecin lui expliqua qu'elle avait besoin d'une transfusion et que son groupe sanguin était O positif, correspondant à celui de sa mère. Or, lui était AB positif. Sa femme donna son sang à leur fille, mais il se rendit compte qu'un enfant de groupe O positif ne pouvait pas naître de parents ayant leur groupe sanguin. Il comprit alors que Kanami n'était pas sa fille. Plus tard, il demanda à sa femme qui était le véritable père de Kanami. Elle tenta d'esquiver la question, mais il insista avec colère pour qu'elle lui dise la vérité. Elle lui reprocha son emportement et lui rétorqua que c'était elle qui aurait dû être en colère, car il ne leur avait consacré aucun temps ces 10 dernières années. Elle avait épousé un homme pour être heureuse, mais il n'était jamais là. Il lui expliqua que c'était à cause de son travail, mais elle répliqua que son travail ne servait à rien puisqu'il ne recevait ni promotion ni prime suffisante. Elle insista sur le fait que Kanami avait besoin d'une bonne éducation, mais que son salaire ne le permettait pas. Elle ajouta que son travail ne valait rien et que, pendant qu'il travaillait, elle élevait seule leur fille et s'occupait de la maison. Il lui répondit que c'était son rôle, mais elle lui rétorqua que tout ce temps, elles avaient été seules, et que leur vie était la leur, pas la sienne. Elle prit la décision de partir avec Kanami. Désespéré, il demanda à sa fille si elle préférait rester avec lui ou avec son autre père. Kanami choisit l'autre homme, brisant ainsi son cœur avant de partir avec sa mère. De retour au travail, son patron lui montra qu'un virement de 50 millions avait été effectué depuis son ordinateur vers un compte inconnu. Il affirma qu'il n'avait jamais fait ce virement et comprit que quelqu'un avait dû en profiter lorsqu'il s'était rendu à l'hôpital. Son patron le renvoya sur le champ. Il trouva alors un emploi dans le bâtiment. Il expliqua que son licenciement avait servi de prétexte à sa femme pour demander le divorce et obtenir la garde de Kanami, tout en lui réclamant une pension alimentaire. Son ancienne entreprise accepta de ne pas porter plainte contre lui à condition qu'il rembourse l'argent détourné. À la fin de sa journée de travail, il rentrait seul dans sa maison vide. Il doutait de pouvoir rembourser toutes ses dettes et reçut un message de Nida à propos d'un épisode inédit d'un anime de mecha. Nida voulait le regarder avec lui, mais il ne se sentait pas capable de répondre à un message aussi insouciant. Il continua donc à travailler, espérant que les choses s'amélioreraient avec le temps. Il rêvait toujours de revoir Kanami, même si elle n'était pas sa fille. Mais un jour, il se mit à cracher du sang. En rentrant chez lui, il continua à tousser du sang en s'allongeant sur son lit. Il pensa qu'il ne pouvait pas se permettre un traitement, n'ayant ni économie ni assurance. Il se rappela que, selon certaines croyances, les animaux de compagnie reviennent chercher leur maître lorsqu'ils meurent, et il se demanda si le sien viendrait pour lui. Soudain, une étrange lumière apparut devant lui. Elle lui montra que c'était son patron qui avait détourné l'argent, et qui était aussi l'homme avec qui sa femme était au café ce jour-là. En réalité, son ancien patron était le véritable père de Kanami. À ce moment précis, il vit que cet homme et sa femme dînaient dans un restaurant luxueux en riant de lui. Il en pleura. Il pria pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar, mais un homme apparut devant lui et lui dit que c'était bien la réalité. L'homme lui expliqua qu'il avait passé sa vie à travailler dur, mais qu'elle n'avait été qu'un tissu de mensonges. Il lui demanda s'il comptait laisser ces gens s'en tirer après tout le mal qu'ils lui avaient fait. Il refusa de les laisser s'en sortir impunément et décida de se venger. L'homme apprécia la haine dans son regard et se présenta comme étant un guide. Il expliqua qu'il avait développé un intérêt pour lui car il était un homme bon. Mais le protagoniste réalisa que vivre en homme bon ne lui avait rien apporté. Il aurait dû penser à son propre bonheur dès le départ. Le guide se réjouit de voir toute cette colère en lui. Le protagoniste déclara que, s'il avait une autre vie, il ferait tout ce qu'il voudrait, sans se soucier des autres. Le guide lui annonça alors une bonne nouvelle, il pouvait le réincarner dans un autre monde. Il lui demanda quel type de monde il souhaitait. Il choisit un monde avec des robots et de la magie, car il avait toujours aimé les histoires de mecha. Le guide lui expliqua que ce monde était gouverné par des nobles et des rois et lui proposa de le réincarner en comte, dirigeant une planète. Cette perspective réjouit le protagoniste, qui signa un contrat avec le guide. Il fut alors transporté dans l'autre monde, décidé à ne plus jamais sacrifier son propre bonheur. L'histoire revient ensuite au présent, où nous découvrons que notre protagoniste s'est réincarné en un garçon nommé Liam, vivant dans le système Arcaio. Il a actuellement 5 ans et explique qu'il est le fils unique du souverain de ce système, le comte Banfield. Il réside sur la planète Hydra. Lorsqu'il rentre chez lui, sa mère le félicite pour son 5e anniversaire et lui annonce qu'elle a un cadeau spécial pour lui. Ensemble, ils se rendent dans une autre pièce où Liam découvre un immense paquet cadeau. En le déballant, il trouve à l'intérieur une petite boîte suspendue. Sa mère lui explique qu'il s'agit d'une commande pour un robot doté d'une intelligence artificielle. Dès qu'il prend la boîte, il aperçoit des échantillons d'yeux et sa mère lui dit qu'il peut personnaliser chaque partie du robot selon ses goûts et ses besoins. En parcourant les options de personnalisation, il se rend compte qu'il peut également modifier d'autres parties du robot, y compris certains détails anatomiques qui le mettent mal à l'aise.
Sa mère le rassure en lui disant que ces éléments ne seront présents que s'il les sélectionne. Elle l'exhorte à bien choisir, car il pourrait le regretter plus tard. Son père arrive alors et lui annonce qu'il lui a également préparé un cadeau, il va lui céder son domaine ainsi que tout ce qu'il contient. Liam réalise avec stupeur qu'il va devenir comte. Son père confirme et ajoute que lui et sa mère iront vivre sur la planète impériale après lui avoir tout légué, afin qu'il puisse gérer ses terres en toute autonomie. Il lui demande de leur envoyer une allocation pour vivre paisiblement, ce à quoi Liam consent avant de signer un document officialisant son nouveau titre. Ses parents, ravis, le proclament comte du domaine avant de partir immédiatement, lui laissant son robot IA pour s'occuper de lui. Liam est stupéfait d'avoir acquis autant de pouvoir et d'influence en un instant. Il repense à sa vie passée, où il s'est senti exploité. Cette fois-ci, il décide de devenir un seigneur maléfique qui exploitera ses sujets. Il remercie le guide, car tout cela est possible grâce à lui. Pendant ce temps, dans son ancien monde, on retrouve le guide assis près de son cadavre. Il commente que des personnes aussi malchanceuses que lui sont monnaie courante et rit de son désespoir, espérant tirer encore plus de divertissement de sa femme. La scène se déplace ensuite vers la femme du protagoniste, qui se trouve dans un restaurant avec son patron. Elle ne ressent aucune tristesse pour son mari décédé et estime même qu'elle mérite de la compassion pour avoir perdu des années à ses côtés. Elle demande à son patron ce qui va se passer pour eux, mais à ce moment-là, des policiers entrent pour arrêter le patron, l'accusant de détournement de fonds et d'avoir fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Il est arrêté sous ses yeux, la laissant abasourdie sur son avenir incertain. Le guide déclare qu'elle ne goûtera plus jamais au bonheur et qu'elle est désormais seule, car l'homme qu'il aimait est mort. Le guide revient ensuite près du cadavre du protagoniste, se réjouissant de devoir guider son âme. Il sait qu'une fois que ce dernier comprendra la situation, il sera trop tard. Il pleurera, envahi par l'injustice et la haine, et toute cette négativité nourrira le guide. Il explique que la durée de vie dans l'autre monde est bien plus longue, ce qui signifie que le protagoniste souffrira plus longtemps, offrant ainsi au guide un divertissement sans fin. Puis, il disparaît à travers une porte, poursuivi par un esprit animal. Dans le Nouveau Monde, nous assistons à une attaque de pirates de l'espace contre un vaisseau appartenant à Liébé. Cependant, l'équipage riposte sous le commandement de la princesse chevalier de Liébé, Christiana, première princesse du Saint-Royaume de Liébé. Elle abat à un les chevaliers mobiles ennemis, tandis que son équipage parvient à éliminer une grande partie de l'armée des bandits, les forçant à battre en retraite. Malgré cela, les troupes royales poursuivent les pirates pour s'assurer qu'ils ne reviendront jamais menacer leur royaume. La scène revient ensuite à Liam, qui reçoit enfin sa domestique IA. Il remarque qu'elle est emballée comme un modèle de méca et se demande si c'est normal. Son majordome lui explique que oui, car cela garantit une protection optimale grâce à un champ de stase. Liam cherche à savoir comment ouvrir l'emballage, et son majordome lui dit qu'il est sécurisé par un système nécessitant ses données biométriques. D'un simple toucher, Liam active le mécanisme et découvre sa domestique IA, nommée Amy. Son majordome lui explique qu'elle sera son aide personnelle à plein temps et nécessitera un entretien hebdomadaire de 2 heures. Il ajoute qu'elle sera entièrement à son service, tout le temps. Curieux, Liam touche sa poitrine pour vérifier si elle est aussi douce qu'il l'avait spécifié dans les paramètres. Son majordome est surpris par ce geste, mais Liam explique qu'il ne fait que vérifier la conformité du produit. Il décide alors de l'emmener dans sa salle de jeu, malgré les tentatives de son majordome pour l'en dissuader. Il s'enferme avec Amy dans la pièce. Par la suite, on le voit plus à l'aise avec elle, lui demandant un massage. Pendant qu'elle s'exécute, il lui demande si elle prend des bains. Amy lui répond qu'elle se nettoie durant son entretien, mais que cela prendra un certain temps. Le majordome est étonné de voir à quel point Liam semble s'être rapproché d'Amy en si peu de temps, alors qu'il était nerveux auparavant. Il se demande ce qui s'est passé dans la salle de jeu. Liam lui dit de ne pas s'en inquiéter et lui rappelle qu'il a peut-être 5 ans physiquement, mais qu'il a l'esprit d'un homme de 36 ans. Le majordome lui rétorque qu'un homme de 36 ans reste un enfant à ses yeux. Amaji intervient pour expliquer que, dans l'Empire, l'âge adulte est fixé à 50 ans et que la plupart des gens vivent jusqu'à 100 ans avant d'être considérés comme adultes. Elle ajoute qu'il est courant que les individus vivent entre 500 et 600 ans. Liam comprend alors que, grâce à cette longévité accrue, il aura tout le temps nécessaire pour accomplir une multitude de projets. Le majordome lui dit de ne pas passer trop de temps avec l'IA, car l'Empire déteste fondamentalement les intelligences artificielles. Il l'avertit que s'il est vu en train de se rapprocher de cette poupée, de mauvaises rumeurs risquent de se propager à son sujet. Liam lui demande d'expliquer davantage, et le majordome lui raconte que l'humanité a failli être anéantie par les IA. À une époque, ces dernières ont pris le contrôle de la civilisation et ont mené l'humanité au bord de l'extinction. Cependant, un groupe de personnes a courageusement combattu ces IA et a fini par remporter la victoire, permettant à l'humanité de retrouver sa place légitime. Ce sont ces combattants qui ont fondé l'Empire, et c'est la raison pour laquelle l'Empire n'aime pas les IA. Liam se demande alors pourquoi sa mère lui a offert un robot IA dans ce cas, mais le majordome refuse de lui répondre. Liam insiste en lui rappelant qu'il est désormais son maître et exige la vérité. Le majordome lui révèle alors que ses parents l'ont abandonné et ont fui.
Liam se demande ce qui les a poussés à fuir, et le majordome lui explique qu'ils étaient accablés par d'énormes dettes. Il mentionne que son arrière-grand-père, Alistair, était un souverain qui avait apporté la prospérité au domaine de la famille Banfield, mais qu'il avait échoué à bien éduquer ses héritiers. Depuis, le domaine a décliné sous la gouvernance de son grand-père et de son père. Liam s'inquiète alors pour son rêve de devenir un seigneur maléfique qui exploite son peuple. Le majordome lui explique que tous leurs créanciers possèdent désormais le droit d'exploiter les ressources de leur planète frontalière, et que leurs industries se sont effondrées, entraînant une chute des recettes fiscales. En conséquence, ils n'ont aucun moyen de rembourser leurs énormes dettes, et la situation ne fera qu'empirer, ce qui surprend Liam. La scène se déplace ensuite dans une taverne de son domaine, où les habitants apprennent que leur nouveau seigneur n'a que 5 ans. Ils supposent que les nobles vont encore prélever des impôts spéciaux, comme à chaque fois qu'un nouveau seigneur arrive au pouvoir. Ils se plaignent du fait qu'ils ne sont considérés que comme du bétail pour leurs dirigeants. L'aubergiste leur conseille de se taire de peur d'être entendus, mais ils n'en ont cure. Ils espèrent que ce nouveau seigneur sera bon, mais ils n'attendent pas grand-chose d'un enfant de 5 ans. Pendant ce temps, Liam est stupéfait par l'état de pauvreté de son domaine. Il se demande pourquoi ses parents lui ont confié cette responsabilité alors qu'il n'est qu'un enfant, et réalise qu'ils l'ont mis au monde uniquement pour lui faire porter le fardeau de leurs dettes. Il se sent utilisé et trahi, comme dans sa vie précédente, mais il refuse de laisser l'histoire se répéter. Il dit à Amaji qu'ils sont tous les deux des parias et lui demande si elle veut faire équipe avec lui. Amaji refuse, expliquant que sa raison d'être est de le servir depuis le début et qu'il n'a pas besoin de lui faire cette demande. Liam est soulagé par cette réponse, et elle lui demande de lui donner des ordres selon son bon vouloir. Il comprend et décide d'adapter les 3 lois de la robotique pour éviter qu'une guerre contre les IA ne se reproduise. Il annonce alors ses propres règles, qu'il nomme les 3 lois des robots serviteurs. Un robot serviteur ne peut pas blesser son maître ni permettre, par inaction, que son maître soit blessé. Un robot serviteur ne peut désobéir aux ordres de son maître, sauf si cela entre en conflit avec la première loi. Un robot serviteur doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec les 2 premières lois. Amaji comprend et accepte ces lois. Liam lui demande ensuite si elle a des idées pour revitaliser son domaine. Elle répond que, puisqu'elle est une IA, ses idées risquent d'aller à l'encontre des philosophies de l'Empire. Toutefois, elle est équipée de fonctions qui peuvent l'aider à gouverner. Elle lui propose son assistance administrative. Liam avoue qu'il ne sait rien de la gouvernance et lui demande si elle peut quand même l'aider. Elle lui conseille alors d'utiliser une capsule éducative, expliquant qu'en 6 mois, il pourra assimiler 10 ans de connaissances et renforcer son corps. Liam s'inquiète de savoir qui dirigera son domaine pendant son absence. Amaji lui propose de s'en charger. Le majordome trouve cela trop dangereux, car une IA pourrait se retourner contre l'humanité. Mais Liam lui répond que tout ira bien tant qu'il reste son maître, et qu'il ne veut pas que l'humanité soit anéantie. Il précise qu'elle ne s'attaquera aux humains que s'il le lui ordonne. Le majordome objecte que l'Empire n'acceptera jamais un gouvernement dirigé par une IA, mais Amaji lui explique qu'aucune loi ne l'interdit formellement, c'est juste une préférence de l'Empire d'utiliser le moins d'IA possible. Liam ordonne alors au majordome, nommé Brian, de préparer une capsule éducative pour lui. Pendant ce temps, il confie la gestion de son domaine à Amaji. Elle accepte, et la scène se termine sur Liam entrant dans la capsule éducative. Avant que la capsule ne se referme, Liam pose une dernière question à Amaji, lui demandant si les IA possèdent des émotions. Il suppose que même si elles n'en ont pas, elles doivent posséder des algorithmes simulant le comportement humain. Il lui demande alors comment cela fonctionne. Amaji répond qu'elle ne sait pas si elles possèdent des émotions, mais qu'au moment où il lui a demandé de faire équipe avec lui, cela a provoqué une surcharge de mémoire cache dans son système. Liam est surpris d'entendre cela. Il entre alors dans la capsule éducative et demande à Amaji de bien veiller sur le domaine en son absence. Liam sort de sa capsule d'éducation et demande à Amaji combien de temps s'est écoulé. Elle lui annonce que cela fait 2 ans, mais il n'a pas l'impression que tant de temps soit passé. Elle lui explique que c'est parce qu'il n'y a aucune perception du temps dans la capsule d'éducation. Il se demande s'il est devenu plus fort, car il ne ressent aucune différence. Amaji lui répond que son corps a été physiquement renforcé, mais qu'il aura besoin d'une rééducation pour s'adapter à sa croissance corporelle. La scène coupe ensuite à Amaji lui montrant la situation économique du territoire Banfield. Liam remarque que tout semble aller bien et pense qu'il a bien fait de lui confier la gestion. Amaji est ravi d'entendre cela, et il mentionne qu'il devrait inspecter son territoire. La scène suivante se déroule au spatioport de l'armée Banfield. Liam y observe un vaisseau spatial décoller. Amaji lui montre le dock flottant et l'orbite satellite, expliquant que le dock flottant est l'endroit où les vaisseaux de guerre sont entretenus. Elle l'emmène ensuite à la base des chevaliers mobiles, et il est surpris de voir de vrais robots. Amaji lui explique qu'il s'agit des anciens modèles de chevaliers mobiles appelés Moev. Liam exprime son envie de montrer cela à Anita. Elle lui dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour entretenir ces machines, mais Liam veut essayer d'en piloter un. Amaji lui répond qu'elle va s'en charger, et il est ravi à l'idée de pouvoir le piloter. Après avoir arrangé cela, la scène coupe à Liam à l'intérieur du robot.
Amaji lui explique que les mouvements de base sont automatisés, et qu'il contrôlera le reste avec sa magie, l'armure bougera exactement comme il l'imagine. Liam déconnecte les câbles reliés au robot et sort de la base. Il se demande si ce robot a des armes, mais Amaji lui dit qu'elles ont été retirées pour sa sécurité. Il veut essayer de combattre quelqu'un aux commandes de l'armure, et Amaji organise un duel. Le capitaine Masta de son armée vient alors l'affronter. Il croise le fer, et Liam parvient à vaincre Masta en un seul coup. Réalisant qu'il vient de l'humilier, Liam lui demande de le combattre sérieusement. Cette fois-ci, Masta le terrasse à main nue, ce qui surprend Liam. Amaji lui explique que le contrôle magique fonctionne en imaginant les mouvements, et que cela reflète les compétences réelles de combat du pilote. Plus tard, Liam dit à son majordome qu'il souhaite avoir un maître d'armes pour devenir plus fort. Son majordome lui répond que ce n'est pas nécessaire, car il n'aura pas besoin de se battre. Mais Liam insiste pour qu'il lui trouve un professeur. Il pense que s'il veut devenir un seigneur maléfique, il devra écraser et opprimer les autres, et pour cela, il a besoin de puissance. La scène coupe ensuite à sa rencontre avec son maître, qui se présente comme Yasushi, maître de la voie de l'éclair. Liam est enthousiaste, trouvant qu'il ressemble à un épéiste de drame historique. Il explique qu'il a fait appel à lui car il voulait le meilleur maître d'escrime. Yasushi déclare que son école cherche sans cesse à être la meilleure de l'univers, mais que personne n'a encore atteint le sommet. Il enchaîne sur un discours pompeux sur l'excellence pour se donner un air profond, mais Amaji le trouve suspect. Cependant, notre héros naïf tombe dans le panneau et pense qu'il s'agit d'un maître détaché du monde. Pour le tester, Liam lui demande une démonstration de ses compétences. Sur le terrain d'entraînement, Yasushi annonce qu'il ne montrera la technique qu'une seule fois, demandant à Liam d'apprendre ce qu'il peut en l'observant. Liam demande à Amaji d'enregistrer la démonstration. Yasushi exécute alors une technique appelée éclat, tranchant plusieurs rondins d'un seul coup. Liam est impressionné et demande à Amaji ce qui s'est passé. Après vérification de l'enregistrement, elle lui annonce qu'il n'a jamais réellement dégainé son épée. Liam se demande si Yasushi était si rapide que la caméra d'Amaji n'a pas pu capturer son mouvement. Il lui demande de faire de lui son disciple, et Yasushi accepte. Plus tard, dans la nuit, Yasushi retourne sur le terrain d'entraînement et révèle qu'il a simplement utilisé une astuce pour tromper Liam, les rondins étaient coupés dès le début. Il n'en revient pas de voir à quel point Liam a été facile à duper. Ailleurs, la scène coupe à la princesse Christiana qui est venue négocier la paix avec le chef des bandits qui les ont attaqués plus tôt. Ce dernier, nommé Gauze, est surpris de voir qu'elle ne montre aucun signe de peur. Christiana lui demande de faire attention, car si quelque chose lui arrivait, la flotte de l'Alliance les écraserait. Cependant, Gauze lui révèle qu'il est en réalité celui qui a fait venir l'Alliance ici. La princesse reçoit alors un appel de sa planète natale, Mysteria, et apprend qu'une flotte de vaisseaux pirates s'approche. Gauze lui explique que l'Alliance n'est pas vraiment de leur côté, car certains de ses membres n'aiment pas leur pays. La flotte de l'Alliance pointe alors ses armes vers son vaisseau. Gauze révèle que convaincre l'Alliance lui a pris du temps, mais qu'au final, tout est une question d'argent. Il lui dit de l'écouter si elle tient à sa planète. La scène revient à Liam s'entraînant avec son maître. 3 ans se sont écoulés depuis qu'il a commencé son apprentissage. Après un long entraînement, son maître annonce la fin de la séance et s'en va. Liam tente alors de reproduire la technique éclair, mais il n'y parvient pas. Il demande à Amaji pourquoi il ne peut pas maîtriser cette technique. Elle lui répond qu'elle ne peut pas le savoir, car elle n'est qu'une IA. Liam réalise alors que Yasushi ne lui a enseigné que les bases pendant tout ce temps, sans jamais lui apprendre cette technique secrète. Amaji lui dit au moins qu'il a pu maîtriser les arts martiaux de base. Mais Liam veut des techniques spéciales, des attaques qu'il pourra utiliser en combat. La scène coupe ensuite à Yasushi, qui se détend tranquillement chez lui. Il se félicite d'avoir trouvé un travail aussi facile, il est grassement payé pour enseigner à un enfant quelques mouvements de base. Il n'en revient pas que Liam n'ait toujours pas compris que la technique éclair était une simple arnaque. Il espère que cette situation pourra durer éternellement. Liam vient alors lui rendre visite, et Yasushi cache rapidement son manga pour reprendre son air sérieux de maître d'armes. Liam lui dit qu'il veut apprendre la véritable technique éclair, mais Yasushi l'exclut immédiatement de son école. Il lui rappelle qu'il lui avait dit qu'il ne montrerait cette technique qu'une seule fois et qu'il devait l'assimiler à ce moment-là. Il ajoute que si Liam est insatisfait, alors il ne mérite pas d'être son disciple. Liam s'excuse et supplie son maître de lui pardonner son erreur, lui demandant de ne pas le renvoyer. Yasushi décide alors de lui laisser une seconde chance, admettant qu'il a peut-être été un peu trop dur. Toutefois, il avertit Liam que ce genre de comportement ne sera plus toléré à l'avenir. Liam quitte les lieux, et Yasushi s'apprête à déguster un paquet de chips. Mais Liam revient immédiatement, ce qui le force à reprendre son masque de professeur sérieux. Liam lui annonce qu'il va lui offrir une prime supplémentaire pour le dérangement. Yasushi répond qu'il peut faire ce qu'il veut, et Liam ajoute qu'il ne pourra pas assister au cours du lendemain, car il a des affaires à régler. Il s'en va à nouveau, et Yasushi le traite d'idiot. Pendant ce temps, la scène change pour montrer Gauze, le chef des bandits, qui a capturé le vaisseau de la princesse Christiana. Elle lui demande ce qu'il compte faire d'elle,
et il lui annonce qu'elle aura droit à un siège de choix pour assister à la destruction de sa planète. Elle le supplie d'arrêter, mais il refuse de l'écouter et donne l'ordre à ses vaisseaux de bombarder sa planète depuis l'espace. De son côté, Liam est frustré de ne toujours pas maîtriser de techniques avancées. Amaji lui montre alors le rapport économique du mois. Elle lui explique que la dette reste inchangée, mais que la production et les ventes augmentent de manière stable. Il la félicite, lui disant qu'il a eu raison de lui confier la gestion du territoire. Elle est honorée de ses louanges, mais mentionne que le taux de croissance est inférieur à ses attentes. Liam lui demande quel est le problème. Elle lui montre un rapport du programme social en cours, expliquant que les résultats obtenus sont bien en dessous des attentes par rapport à l'argent investi. Liam demande alors à voir l'homme responsable de ce projet. Lorsque celui-ci arrive, Liam lui demande de justifier les détournements de fonds détectés. L'homme tente de minimiser la situation, affirmant qu'il s'agit de dépenses nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement du programme. Liam refuse de se laisser duper et l'accuse de fraude. Il remarque également que l'homme a utilisé un fournisseur différent de celui recommandé, sous prétexte que ce dernier était meilleur. Liam lui demande pourquoi, dans ce cas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'homme tente de noyer le poisson en affirmant que dans ce genre d'affaires, rien ne se passe jamais comme prévu. Liam comprend alors qu'il est corrompu jusqu'à la moelle. Il se souvient que, dans sa vie précédente, les gens comme lui se servaient de ces excuses pour masquer leurs méfaits. Amaji découvre que ce département a déjà été impliqué dans une affaire de détournement de fonds. L'homme rejette la faute sur un subordonné, qui a été exécuté malgré l'absence de preuves concrètes. L'argent reste cependant introuvable. Liam, furieux, réalise ce qui s'est réellement passé et accuse l'homme d'avoir fait porter le chapeau à son subordonné avant de le tuer. Ce dernier tente encore de manipuler Liam en disant qu'il ne faut pas faire confiance aux poupées. Mais Liam, submergé par la rage, s'approche de lui, son épée à la main. L'homme finit par admettre que ses actes pourraient être considérés comme criminels, mais affirme que tout le monde fait la même chose. Mais Liam, sans un mot, dégaine son épée et lui tranche la tête. Il déclare alors avec colère que lui seul a le droit d'exploiter son peuple et que personne ne doit toucher à son argent ou à ses sujets sans sa permission. Amaji lui dit que l'homme est déjà mort et lui demande de déposer son épée. Liam ordonne qu'une enquête approfondie soit menée et que tous les fonctionnaires corrompus soient éliminés. Amaji l'avertit que s'ils exécutent tous les responsables corrompus, cela pourrait causer des problèmes de gouvernance. Liam est choqué d'apprendre qu'il y en a autant. Il lui demande quelle serait la meilleure solution. Elle lui répond qu'il faudrait créer un grand nombre de robots administratifs. Il n'aurait pas besoin d'être aussi perfectionné qu'elle, mais il en faudrait au moins 30, dont certains spécialisés en gestion politique. Liam accepte et lui donne carte blanche. Amaji lui demande s'il est sûr de lui, car cela pourrait ternir sa réputation. Mais Liam s'en moque, affirmant qu'il lui fait plus confiance qu'à quiconque. La scène change ensuite pour revenir à la taverne où les habitants discutent des récents événements. L'un d'eux annonce que le seigneur a exécuté tous les fonctionnaires corrompus. Un autre confirme que la durée de l'éducation obligatoire va passer de 3 à 6 ans. L'aubergiste mentionne que les ouvriers du bâtiment disent être débordés, car ils construisent de nombreuses écoles. Les habitants sont impressionnés par la prospérité soudaine de la planète. Ils admettent qu'ils n'auraient jamais imaginé un tel changement il y a 5 ans. Ils sont encore plus surpris d'apprendre que leur seigneur n'a que 10 ans. La scène revient à Liam, qui se rend au hangar des chevaliers magiques. Il estime que, après 3 ans d'entraînement à l'épée, il devrait être capable d'en piloter un. Il décide alors d'organiser un combat d'entraînement contre le capitaine, mais Yasushi l'arrête. Il lui dit qu'il n'y a aucun intérêt à piloter une unité de masse automatisée que n'importe qui peut utiliser. Yasushi lui explique que s'il veut atteindre les sommets, il doit piloter un modèle que personne d'autre ne peut manier. Liam est d'accord avec lui et demande au capitaine s'ils ont un tel modèle. Le capitaine lui répond qu'il existe un ancien modèle non automatisé, autrefois piloté par son arrière-grand-père. Liam décide alors que ce sera celui-là qu'il pilotera. Au début, Yasushi a montré sa technique spéciale à Liam, pour avoir du temps pour lui soutirer plus d'argent. Mais avec le temps, Liam devenait réellement un bon épéiste. Et si Liam parvenait à maîtriser l'art du sabre, Yasushi perdrait son boulot de faux maître. Un jour, alors qu'il fouillait dans les entrepôts royaux pour voler quelque chose, il est tombé par hasard sur un mecha endommagé. Il a alors décidé de piéger Liam en lui faisant utiliser cette machine, car il n'y avait aucune chance qu'un gamin comme lui parvienne à la maîtriser. Et son plan a parfaitement fonctionné, car maintenant Liam est totalement investi dans l'entraînement avec la vide. Théoriquement, puisque le mecha est entièrement manuel, apprendre à s'en servir correctement donnerait à Liam un avantage sur tous les utilisateurs de mechas automatiques dans la galaxie. S'entraîner avec pourrait donc vraiment le rendre plus fort. Mais d'abord, il doit trouver quelqu'un pour le réparer. Mita est heureux que Liam soit si concentré sur son entraînement au mecha, mais il ne comprend pas pourquoi il veut commencer avec un modèle manuel difficile à contrôler. Il est encore plus perplexe de voir Liam frapper inlassablement un poteau depuis plusieurs jours. Il demande à Liam ce qu'il est en train de faire, et Liam explique qu'il essaie juste de reproduire la technique secrète que Yasushi lui a montrée. Peu importe le temps que ça prendra, il continuera à s'entraîner jusqu'à la maîtriser.
Mita ne croit pas que cette technique existe réellement, mais il sait qu'il n'arrivera pas à convaincre Liam que Yasushi lui ment, alors il le laisse faire. Plus tard dans la journée, Amagi se rend au quai de chargement pour répondre à la demande de Liam. Personnellement, elle pense que les conseils de Yasushi ne valent pas un clou, mais puisque Liam veut utiliser ce mecha, elle va faire de son mieux pour que cela soit possible. Cependant, elle n'est pas qualifiée pour faire l'entretien elle-même, alors un spécialiste impérial des mechas est appelé. Le lendemain, Liam et Amagi vont accueillir Nya au port. Dès que Nya aperçoit Amagi, elle commence à agir bizarrement. Liam pense que quelqu'un de l'Empire serait dégoûté par la vue d'un androïde, mais à sa grande surprise, Nya semble en réalité très enthousiaste. Elle a une obsession maladive pour les androïdes et peut tout de suite dire qu'Amagi est un modèle haut de gamme. Elle veut inspecter chaque recoin d'Amagi pour ses recherches. Liam avait fait exactement la même chose quand il avait rencontré Amagi pour la première fois, mais voir quelqu'un d'autre faire ça est vraiment gênant, alors il dit à Nya d'arrêter. Il l'emmène ensuite au hangar avec le mecha manuel et lui demande de le restaurer. Mais Nya lui dit que ce truc est bon pour la casse, il vaudrait bien mieux qu'il achète un modèle plus récent. Liam insiste, c'est ce mecha-là qu'il veut utiliser. Nya explique que les pièces pour ce modèle ne sont plus produites, donc les réparations coûteront très cher. Liam s'en fiche, il est prêt à dépenser autant d'argent que nécessaire pour le remettre en état. Ces mots sont un rêve devenu réalité pour Nya, car cela signifie qu'elle pourra lui facturer autant qu'elle veut. Mais Liam a encore une autre demande, il veut que le mecha ait un coup spécial. Nya ne sait pas trop ce qu'il veut dire, alors Liam explique que c'est une attaque super classe pour éliminer ses ennemis, comme un point fusée. À ce moment-là, Yasushi arrive dans le hangar. Dès qu'il voit Nya, il tombe amoureux au premier regard. Après s'être calmé, il tente de jouer les types cool en l'abordant avec sa fausse histoire, mais Nya n'en a absolument rien à faire de lui, elle est bien plus intéressée par le fait d'expliquer pourquoi un point fusée est une idée stupide. Les propulseurs prendraient trop de place, et perdre intentionnellement sa main pendant un combat est une stratégie catastrophique. Mais Liam trouve ça génial malgré tout, alors il ordonne à Nya de dépenser tout ce qu'il faut pour ajouter un point fusée au mecha. Finalement, Liam et Nya trouvent un terrain d'entente et passent un bon moment à parler de mecha. Yasushi, lui, n'arrive pas à croire que Nya préfère Liam à lui. Cela pourrait avoir un lien avec le fait que Liam est vraiment sympathique, mais Yasushi est un gros jaloux sans espoir. Il décide donc de passer sa frustration de célibataire sur Liam en lui imposant un entraînement impossible, il bande les yeux de Liam et lui tire dessus avec des balles de tennis pendant qu'il équilibre sur un tronc d'arbre au milieu d'un lac. Il invente n'importe quoi pour justifier ça, disant que c'est nécessaire pour ouvrir l'œil de l'esprit de Liam afin qu'il puisse sentir les attaques sans les voir, mais évidemment, c'est totalement faux. Pendant ce temps, après que le vaisseau de Christiana a été capturé par Goz, elle et tout son équipage sont faits prisonniers. Goz prend un malin plaisir à lui rappeler sa défaite. Christiana lui demande ce qu'il compte faire d'elle, et Goz explique qu'il va l'emmener sur sa planète trésor et l'ajouter à sa collection. Christiana pense d'abord qu'il parle d'un genre de donjon sexuel bizarre. Mais elle va bientôt découvrir que c'est bien pire. Goz traîne Christiana jusqu'au laboratoire, et là, elle voit quelque chose d'horrible, cette masse cauchemardesque était autrefois l'une de ses subordonnées. Mais Goz l'a livrée à son savant fou, et désormais, elle ressemble à une créature tout droit sortie des abysses. Goz dit aux scientifiques que Christiana sera son nouveau animal de compagnie, et qu'il y a beaucoup d'expériences qu'il aimerait tester sur elle. Il prévoit de lui arracher un œil pour l'implanter dans sa propre main, afin que Christiana puisse voir son propre corps se faire tordre et mutiler jusqu'à devenir méconnaissable, comme toutes ses autres victimes. Pendant que Christiana vit l'enfer, tout se passe plutôt bien sur la planète de Liam. Sous sa gouvernance, l'économie s'est énormément améliorée, et les habitants sont ravis. Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, et ils sont impatients de voir ce que Liam va faire ensuite pour améliorer leur monde. Ce qu'ils ignorent, c'est que Liam vient tout juste de dépenser une énorme partie du budget planétaire pour son mecha. Nya a enfin terminé la restauration du mecha et elle est très fière du résultat. Elle propose à Liam de lui montrer comment fonctionnent les commandes. La salle de pilotage a été agrandie pour être plus confortable, et une fois Liam attaché dans son siège, Nya démarre le moteur. Le mecha s'allume, scanne Liam, et le désigne officiellement comme son nouveau pilote. Désormais, personne d'autre ne pourra l'utiliser. Liam est surexcité à l'idée de l'essayer, mais dès qu'il saisit les commandes, le mecha s'écroule au sol. Nya lui rappelle que ce mecha n'a aucune fonction d'auto-équilibrage, donc Liam devra stabiliser chaque pas manuellement. Normalement, ce serait mission impossible, mais grâce à tout son entraînement, Liam parvient à reprendre le contrôle et à relever doucement le mecha. Il commence ensuite à marcher lentement hors du hangar, et Nya est impressionnée par sa maîtrise, surtout pour une première fois. Tout en avançant, elle explique à Liam que l'imagination est essentielle pour piloter ce mecha, plus son image mentale sera précise, plus ses mouvements seront nets. Liam essaie de se concentrer pour faire un mouvement stylé, mais son regard dévie vers la poitrine de Nya, et tout part en vrille. Il se met à imaginer, très vivement, ce que ce serait de la toucher. Et le mecha commence à reproduire ses gestes devant tout le monde. Les spectateurs, n'ayant aucune idée que le mecha réagit aux pensées de Liam,
sont persuadés qu'il est en train de sauter sur Nya en direct. Yasushi est fou de jalousie en voyant Liam lui voler son crush, tandis que le majordome est juste soulagé que cette fois, au moins, ce soit avec une humaine. Liam tente de trouver une excuse pour sauver la face, mais c'est trop tard, le mecha a déjà commencé à faire des mouvements de bassin suggestifs. En guise de vengeance, Yasushi lui tire à nouveau des balles de tennis dessus. Après ça, Liam retourne à son entraînement habituel. Il s'exerce dehors à la technique du chemin de l'éclair, mais peu importe combien de fois il frappe, il n'arrive pas à couper son poteau à distance. Il commence à douter de son talent en escrime, mais Amagi vient lui remonter le moral. Elle lui explique que le problème vient plutôt de Yasushi, de ses enseignements douteux, et de la foi aveugle que Liam lui accorde. Cependant, Liam interprète mal les paroles d'Amagi. Pour lui, cela veut dire qu'il doit croire encore plus fort en Yasushi. Il est persuadé que son maître ne pourrait jamais lui mentir ni se tromper. À ce moment-là, il se rappelle qu'il existe de la magie dans ce monde. Même si couper un objet à distance semble physiquement impossible, avec la magie, ce devrait être faisable. C'est un vrai déclic pour Liam. Pendant plusieurs mois, il s'entraîne à infuser ses attaques d'énergie magique. Un jour, il appelle Yasushi pour lui montrer ses progrès. Liam lui annonce qu'il a enfin maîtrisé le chemin de l'éclair. Yasushi s'attend à le voir échouer une fois de plus. Mais lorsque Liam dégaine son épée, il projette une puissante vague magique qui coupe le poteau en deux à distance. Yasushi n'en croit pas ses yeux, mais il doit continuer à jouer son rôle de maître stoïque. Il félicite Liam en lui disant qu'il a bien progressé, mais qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre avant de vraiment maîtriser la technique. En s'en allant, Yasushi commence sérieusement à paniquer. Liam est un monstre d'entraînement, et il devient terriblement dangereux. Yasushi mentait à propos de la manière du flash depuis des années, mais Liam a néanmoins réussi à la faire fonctionner. Un peu de temps passe et Liam apprend qu'une de ses planètes ressources est attaquée par des pirates. C'est la seule qui n'a pas été saisie pour le prêt hypothécaire de la dette Banfield et la seule raison pour laquelle l'Empire ne l'a pas confisquée, c'est parce que son environnement est pauvre et que l'exploitation minière y est difficile, donc ils n'ont pas estimé qu'elle avait de grande valeur. Cependant, Amagi a réussi à y installer quelques plantes pour générer des revenus supplémentaires pour Liam. Mais cette installation est actuellement la cible des pirates. Bien que l'armée Banfield stationnée sur la planète se défende, il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'il ne soit anéanti. Liam demande à Amagi si elle a un plan d'attaque prêt. Elle suggère qu'elle et Liam devraient se rendre au combat contre les pirates en approchant depuis le point blindé de la planète pour une attaque surprise. Liam aime l'idée et ordonne à toutes ses troupes de se préparer à tenir les forces pirates en orbite pendant qu'il va personnellement défendre la planète. Le majordome essaie de s'opposer à ce qu'un seigneur aille combattre les pirates en personne, mais Liam refuse de laisser quiconque lui voler à nouveau, d'autant plus qu'il veut vraiment montrer les nouvelles compétences qu'il a apprises. Liam et sa flotte arrivent bientôt sur la planète ressource, et Amagi prépare le canon ferroviaire et charge le mecha de Liam dedans. Une fois le canon prêt à être lancé, Amagi informe Liam et le propulse directement vers la surface de la planète. Les pirates sont en train de détruire les derniers défenseurs de la planète lorsque tout à coup l'un d'eux est abattu en plein vol. Les pirates se retournent pour voir qui les attaque, et quelques instants plus tard, Liam descend et tranche un pirate en deux. Le reste des unités tentent de se disperser et de se cacher pour encercler Liam, mais alors que deux tentent de s'approcher par derrière, Liam les sent venir et les tranche instantanément en deux. Il ne pouvait pas les voir arriver, mais après tous ces balles de tennis que Yasushi lui a lancées, il a appris à prédire les attaques qu'il ne pouvait pas voir. Juste à ce moment, un groupe de pirates commence à lui tirer des lasers dessus, alors Liam décide de faire de même et utilise son épée pour invoquer un canon laser. Il commence à éliminer les pirates un par un, si bien qu'il décide de tenter de le submerger en l'attaquant tous en même temps. Cependant, il s'aligne parfaitement pour la technique secrète de Liam. Liam tire son épée et, avec un éclair de mana, une grande partie de l'armée pirate est décimée. Les pirates sont choqués de voir que Liam peut les trancher à distance, et s'ils ne peuvent pas se défendre contre ça, ils n'ont plus envie de combattre. Ceux qui survivent commencent à fuir. Liam est déçu de ne pas pouvoir montrer plus de ses compétences en escrime, mais il ne compte pas laisser les pirates s'échapper. Il se prépare à utiliser son arme secrète. Il crie point fusée et pointe son bras vers les pirates en fuite, mais au lieu d'un point fusée classique, Liam invoque une fusée géante en forme de poing et la lance sur les pirates. Aucun de ces pirates ne survivra à une telle explosion, mais Liam est contrarié, car ce n'est pas ce qu'il voulait dire quand il a demandé à Nya d'installer un point fusée. À ce moment, Liam reçoit un message d'Amagi qui s'excuse, car elle n'a pas pu éliminer toutes les forces pirates. 60% des pirates ont réussi à s'échapper, mais Amagi a pu en détruire environ 30% et les navires restants ont été réquisitionnés pour l'armée de Liam. Ce n'aurait pas été mal de détruire toute la force pirate, mais Liam est satisfait du résultat et remercie Amagi, lui disant qu'elle a fait un excellent travail. On informe le capitaine Gauze que le reste de la flotte revient la queue entre les jambes après avoir pris une sacrée raclée. Gauze considère cela comme une humiliation. Il pense qu'ils auraient dû rester pour se battre et mourir plutôt que de revenir vaincus. Du coup, il prépare le reste de la flotte pour les détruire dès leur retour.
Il dit au revoir à sa nouvelle mascotte, une créature avec un œil sur la main, lui promettant de vite revenir s'amuser avec elle. La flotte de Liam se réunit, et Amagi le félicite pour sa première bataille, qui s'est avérée extrêmement bénéfique, car ils ont récupéré plusieurs vaisseaux pirates. Selon la loi, si tu captures un vaisseau, tu peux le garder avec tout ce qu'il contient. Ça excite beaucoup Liam, qui s'attend à trouver de l'or et des bijoux, mais à la place, il n'y a que des pierres, des minéraux et des métaux stupides. Amagi lui explique qu'ils ont fait une bonne affaire, car les vaisseaux étaient remplis de métaux rares comme l'oricalque, l'adamantine et la scarlatite. Liam sait que tout ça sert à fabriquer des armes, mais il trouve ça inutile, lui voulait de l'or et des diamants. Amagi lui dit que le diamant, c'est juste du carbone cristallisé, et que l'or, s'écoule seulement comme conducteur électrique. Les métaux qu'ils ont maintenant sont bien plus précieux, mais Liam s'en fout, il veut de l'or. Le majordome lui dit qu'ils ont de l'or, utilisé pour faire des plaques et des grille-pains, toutes sortes de produits électriques. Liam ordonne de prendre tout ça et de fabriquer des pièces d'or pour remplir une pièce. Pour les autres métaux rares, il ordonne d'en faire des armes, mais des trucs classe comme des épées, pas juste des balles. Le problème, c'est qu'il n'a pas de forgeron sous la main. Amagi veut lui signaler un souci avec sa flotte, bien qu'ils aient un tas de cuirassés, seulement 30% fonctionnent. En vrai, s'ils ont battu les pirates, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir un robot géant leur mettre une dérouillée. Amagi suggère de se débarrasser des vaisseaux qui ne marchent plus, car leur entretien coûte cher, et de vendre le reste des métaux pour acheter une petite flotte de cuirassés d'occasion. Liam accepte, mais le majordome râle, disant que ça les fera passer pour des pauvres et des désespérés. Liam s'énerve et lui explique que ce genre de prétention a conduit ses parents à ruiner le royaume. Maintenant, on voit Nia qui fait la présentation de nouveaux cuirassés mis au point par la 7e arsenal de l'Empire Algran. Nia présente une nouvelle flotte qu'elle a améliorée, les rendant bien plus performants que les cuirassés classiques, avec de meilleurs canons, de meilleurs boucliers, des modules optimisés et plein d'autres technologies super pratiques. D'un autre côté, une blonde nommée Elysia Morizille, lieutenante, présente un nouveau modèle d'arsenal conçu par le prestigieux Sid Korani. L'intérieur est ultra luxueux, avec des sièges au confort sans égal, un tableau de bord avec des finitions en bois pour un look vintage, tout pour avoir l'air luxueux dans les batailles, qu'on gagne ou qu'on perde. En plus, il y a des jeux d'argent et des femmes de petite vertu. À votre avis, lesquels les acheteurs ont été achetés? Eh bien, ils ont acheté ceux de la blonde. Nia pète un câble, elle ne comprend pas pourquoi, alors que ses cuirassés sont bien plus puissants. La blonde lui dit que tous les cuirassés ont des armes puissantes, c'est standard. Le truc, c'est qu'ils doivent avoir l'air cool, donner envie aux gens. Nia insiste que les siens sont meilleurs parce qu'ils sont plus puissants, mais la blonde réitère disant que l'équipage sera plus détendu grâce aux jeux d'argent et aux femmes, et se battra mieux. Nia jure que si ses vaisseaux croisaient son vaisseau, il les démolirait, mais la blonde lui rétorque qu'avant ça, il faudrait trouver quelqu'un qui veuille acheter ces vaisseaux moches. Nia est humiliée et réalise que si elle ne trouve pas un fou prêt pour acheter, son patron va lui passer un savon monumental. Mais qui serait assez fou et stupide pour acheter ça? Soudain, Nia se souvient qu'elle connaît quelqu'un d'assez fou et très stupide pour le faire. Au bar, les habitants du pays de Liam parlent de l'amélioration générale. Mais il y a quelqu'un d'autre, le maître Yasushi, qui ne comprend pas comment le gamin progresse sans qu'il lui apprenne quoi que ce soit. Le guide entend tout et se demande ce qui se passe. Il ouvre un portail et voit Liam, qui maîtrise l'épée comme un pro. Amagi lui dit que sa technique est identique à celle de son maître, mais Liam pense que son maître a ralenti exprès pour qu'il puisse voir. Il suppose que la vraie technique doit être bien plus puissante, capable de tout trancher à des kilomètres. Il est déterminé à s'entraîner jusqu'à y arriver. Le guide voit ça et ne comprend pas ce qui se passe. Comment peut-il progresser autant avec un si mauvais maître? Liam pense qu'en arrivant dans ce monde, il était dans une situation pourrie, abandonné par ses parents, noyé sous les dettes, la pire vie possible. Mais maintenant, tout s'améliore, les dettes diminuent, le pays prospère, il est devenu un maître épéiste, et il a une servante robot sexy. C'est la meilleure vie qu'il pouvait espérer, tout ça grâce au guide. Ça rend le guide fou, lui qui ne supporte pas les émotions positives. Il doit se reprendre en donnant des coups à Yasushi. Il ne comprend pas comment Liam a pu progresser et être heureux, mais il voit une opportunité, l'élever encore plus haut pour le faire tomber de plus haut, ce qui rendra sa chute plus triste et donc plus savoureuse pour lui. Amagi arrive avec des nouvelles, la flotte impériale va se moderniser et veut vendre ses vieux vaisseaux, à une condition, les acheter avec leur équipage de soldats de réserve et quasi retraités, pour s'en débarrasser. Amagi n'y voit pas d'inconvénient, car beaucoup ont de l'expérience et savent se battre dans l'espace. Liam accepte. Le guide entend tout et pense que faire envoyer des soldats qui n'obéiraient pas à un seigneur maléfique pourrait déclencher une révolution, une catastrophe totale. Pendant ce temps, Yasushi, bourré, est affalé dans sa chambre quand quelqu'un frappe à la porte. Il reconnaît la voix, c'est Nia, l'amour de sa vie. Yasushi dissimule son état et reprend son rôle de samouraï raffiné pour lui demander la raison de sa visite. Nia est venue parce qu'elle pense que Yasushi connaît bien Liam, après l'avoir entraîné pendant des années.
Yasushi pense qu'elle lui fait des avances, mais cache son excitation. Ce qu'il ignore, c'est que Nya veut savoir comment rendre Liam heureux pour le séduire. Elle lui demande ses centres d'intérêt. Yasushi pense qu'elle parle de lui et répond qu'elle devrait porter une jupe noire moulante et courte, une chemise blanche, de la lingerie sexy, et avoir un air stoïque avec un côté mignon. Il réalise qu'il sait peut-être emporter, mais Nya, pas perturbée, demande même si elle devrait porter des barésies ou une jarretière. Yasushi opte pour les deux. Nya va voir Liam, habillé comme Yasushi l'a suggéré, et lui demande d'un ton ridiculement charmeur de lui acheter une petite chose. Liam la trouve bizarre et lui demande si elle va bien. Nya va droit au but et lui propose d'acheter ses cuirassés. Liam refuse, disant qu'il vient d'acheter ceux de la flotte impériale, et lui dit de partir. Nya, refusant de perdre une autre vente, lui montre ses vaisseaux et propose un crédit pour en acheter quelques centaines. Mais Liam ne veut plus de dette. À court d'options, Nya sort son arme secrète et commence à exhiber sa lingerie, mais ça énerve Liam, qui se rappelle sa vie passée où sa femme portait de la lingerie, mais ne le laissait pas en profiter, probablement réservée pour son patron. Liam lui demande d'arrêter, disant qu'elle ravive de vieux traumatismes. Nya ne comprend pas ce qui cloche, vu qu'avant, il matait ses seins sans arrêt. Elle insiste, et Liam finit par accepter d'acheter quelques vaisseaux pour qu'elle s'en aille. Il demande à Amagi s'ils peuvent en acheter 300. Amagi fait ses calculs et confirme que c'est possible. Du coup, ils prennent 300 vaisseaux de top qualité. Nya, toute fière, lui fait un dernier clin d'œil en montrant sa lingerie. Liam admet qu'elle est canonne, mais aussi sacrément maladroite, ce qui est curieux. Elle sait quand même gérer ses affaires. Dans le couloir, Nya appelle son collègue pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle a séduit Liam et lui a vendu 300 unités. Le majordome entend et craint que Liam soit tombé dans un piège. Pendant ce temps, Yasushi apprend que ce foutu gamin s'est amusé avec l'amour de sa vie, habillé des vêtements qu'il préfère.